Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce workshop du mois de juin. Un workshop qui sera dédié au sujet de la qualité de vie au travail et du sens au travail pour vous donner un petit peu les clés de la façon dont vous pouvez engager vos entreprises. On aura la chance d'avoir avec nous plusieurs entreprises engagées dans des secteurs différents et dans des démarches différentes qui vous permettront un petit peu de vous positionner. Et puis aussi des interventions de différents experts qui vous donneront des outils et des tendances sur ce sujet. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent, pour introduire ce workshop. Merci Clara. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En effet, ravi de vous retrouver. Vous savez, ce workshop, on l'a voulu sous le signe de la semaine de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, et notamment aussi en lien avec un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement sur ces enjeux de transformation du travail, d'accompagnement à une meilleure qualité de vie au travail, qui est la cause nationale de la santé mentale. Pour les entreprises s'engagent, vous le savez, les engagements originels de la communauté ont plutôt été de travailler sur les enjeux de recrutement, en accompagnement notamment des ambitions de plein emploi. Mais ces sujets de qualité de vie au travail ont toujours résonné et eu un sens particulier à nos yeux, justement pour passer au-delà de cette logique du plein emploi à cette idée même du bon emploi. Et je le dis, on a beaucoup mené de projets dans le cadre des programmes que l'on propose pour permettre aux entreprises de recruter autrement. Et ça fait maintenant un certain nombre de mois, et notamment depuis le cycle de réflexion qui était dédié à ce sujet du travail autrement, qu'on tend dans l'accompagnement de ces entreprises, dans le recueil des bonnes pratiques et d'ores et déjà dans le passage à l'action. Je pense notamment via les clubs départementaux à faire en sorte que les entreprises puissent avoir toutes les idées, les bonnes pratiques, l'art et la manière de travailler autrement. Et je le dis en regardant Clara, puisque c'était l'un des fondamentaux même du manifeste de la communauté des entreprises s'engagent, qui avait été publié au lancement même du groupement d'intérêt public. Les entreprises s'engagent. Donc je le disais, notre ambition, c'est au-delà du plein emploi, c'est de passer au bon emploi avec des entreprises qui sont en capacité finalement d'anticiper toutes les grandes transitions, les grandes transformations du monde du travail, qui sont en capacité de comprendre que dans la période actuelle, il n'y a pas mieux effectivement que l'engagement de l'entreprise, l'engagement des collaborateurs pour être plus solide, pour être plus performant et pour continuer simplement à se projeter dans l'avenir. C'est pour ça qu'on intensifie une nouvelle fois ces activités sur ces sujets. Les entreprises s'engagent, comme son nom l'indique, et convaincues que par plus d'engagement, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière de lien avec les parties prenantes sociétales, je pense notamment à l'engagement des collaborateurs d'entreprise, que ce soit dans ce qui se fait de mieux pour accompagner la réussite de leurs collaborateurs. Effectivement, les entreprises seront plus performantes et connaîtront moins de problématiques, notamment de fidélisation des ressources. Voilà. Donc vous allez avoir une série d'intervenants qui disent mieux que moi ce que je viens d'évoquer. Donc je vais leur laisser la place. Simplement vous remercier à toutes et tous d'intervenir dans ce cadre. On est très content de pouvoir poursuivre les échanges, notamment avec la NACT et d'envisager très prochainement un rapprochement encore plus fort. Ça va dans le sens de ce qu'on porte communément différents opérateurs de l'État, différents opérateurs publics en faveur d'une société plus inclusive, d'un monde plus durable et d'un monde du travail qui entrevoit toutes les transformations qui lui permettront d'être à la fois plus performant économiquement, mais aussi et surtout plus performant socialement. Donc bon workshop à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup, Sylvain. Effectivement, ça fait le lien très bien avec notre prochain intervenant, qui est Nicolas Ménard, qui est chargé de mission au sein de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, qui est l'opérateur d'État qui accompagne les entreprises dans leurs besoins et envies de changement. Et Nicolas va nous en dire un petit peu plus. C'est à vous. Bonjour, merci en tout cas pour l'invitation et je suis très heureux de vous partager
une connaissance de l'ANACT et de notre offre, dans quelle mesure on peut être aidant pour les entreprises. Donc l'ANACT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un organisme qui a été créé il y a 50 ans, qui a une gouvernance tripartite, donc à la fois administrée par l'État, mais aussi par les partenaires sociaux qui sont du côté du patronat et du côté des salariés. Donc ça oriente notre politique et notre action de manière à ce que toutes nos démarches soient faites de façon paritaire. Donc c'est dans l'ADN de l'ANACT et vous allez comprendre que voilà, que ça impacte notre manière d'intervenir. L'ANACT, alors le siège est situé à Lyon et on fonctionne en réseau avec région, avec 16 délégations régionales. Vous trouverez une ARAC, donc une agence régionale dans chaque région, en Bretagne, en Auvergne, au Midi-Pyrénées et notamment dans les DOM-TOM. Donc notre mission, comme vous l'avez dit, c'est de favoriser l'engagement des salariés au travail et donc pour cela d'améliorer leurs conditions de travail, notamment en agissant sur l'organisation, mais aussi sur les relations professionnelles. Donc concrètement, nos modes d'action, c'est d'intervenir auprès des entreprises pour les accompagner dans leurs projets d'amélioration des conditions de travail. C'est aussi de fournir des formations sur différents thèmes qui impactent le travail. Donc, on forme tous les salariés qui le souhaitent sur des questions comme l'évaluation de la charge de travail, sur les questions de comment animer un espace de discussion, comment parler du travail, sur des formations sur les risques psychosociaux, des formations sur l'égalité professionnelle. On a aussi une mission de diffuser des outils et des méthodes pour que les entreprises, les structures soient autonomes dans leur manière de favoriser leurs conditions de travail. Donc, on a des outils qui peuvent les aider à ça, toutes sortes voilà, de jeux qui se veulent pédagogiques pour pouvoir justement favoriser des espaces de discussion au sein des collectifs grâce à des jeux qui permettent de cadrer les conversations et de cadrer le dialogue pour pouvoir faire en sorte qu'il soit opérant par la suite. Donc, il y a toutes sortes de jeux. Bon, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas détailler l'ensemble des outils et méthodes, mais voilà, vous pouvez les trouver sur le site de l'ANACT. Et puis, on intervient aussi au niveau de l'animation territoriale et sectorielle. Donc, on intervient au sein des acteurs de chaque secteur pour poser avec eux le cadre des difficultés qui les concernent tous et de favoriser un échange, un partage des problématiques et notamment des solutions. Donc, on est aussi là pour articuler les différentes ressources qu'on peut trouver au sein des secteurs pour aider les entreprises et être plus spécifique sur les problèmes de chacun de ces secteurs-là. Par rapport à nos thèmes, donc j'ai un petit peu évoqué, mais c'est notre thème central, c'est la qualité de vie au travail, c'est un petit peu notre fer de lance. On intervient dans les entreprises pour structurer des démarches de qualité de vie au travail, d'assurer le portage qui va permettre au quotidien de pouvoir favoriser toutes les actions favorables à cette fameuse qualité de vie au travail. On agit également au niveau de la prévention de l'usure professionnelle au niveau de toutes sortes d'accompagnements qui permettent à l'entreprise de s'adapter à tous les changements divers sur lesquels le travail peut être impacté. Ça peut être des déménagements, ça peut être des évolutions face au contexte technologique qui évolue, face aux sensibilités des personnes, des clients, etc. Enfin, toutes les sortes de changements auxquels on peut être confronté dans son travail et qui sont permanents. Donc l'objectif, voilà, c'est d'instaurer un portage qui se veut dynamique, qui ne soit pas figé, parce qu'on sait que le travail évolue dans le temps. Donc traiter les conditions de travail, ça relève plus d'un processus dynamique de pilotage de l'activité que d'avoir des solutions toutes faites, figées dans le temps. Donc voilà, notre objectif, c'est de pouvoir créer ce portage qui va permettre aux entreprises de s'adapter. On intervient également beaucoup, et c'est en lien dans le dialogue social. Donc, ça vient avec aussi notre démarche paritaire où on est là pour faire en sorte que les différents partis, les différentes logiques de l'entreprise puissent articuler leur point de vue. Donc, dans toutes nos démarches, elles veillent à ce qu'on ait une approche globale voilà, de tous les points de vue de l'entreprise afin que toutes les logiques soient entendues pour que les solutions qui soient développées par la suite soient le moins arbitraires possible
Donc ça fait partie des principes invariants qu'on essaye de préconiser lorsqu'on intervient dans les boîtes. De manière du coup plus concrète, lorsqu'on intervient dans les entreprises, un autre principe fondamental, c'est l'idée de l'expérimentation et du droit à l'erreur. On est là pour tester des choses. Ça peut ne pas marcher tout de suite, mais c'est jamais une perte de temps dans la mesure où l'expérimentation nous permet de mieux connaître le terrain. Donc, on va expérimenter une démarche, on va expérimenter des façons de faire, on va expérimenter des façons de se parler, on va expérimenter des solutions et on va évaluer ce qui a été mis en place pour pouvoir ensuite comprendre ce qui a bien fonctionné, comprendre ce qui a moins bien fonctionné et de ce fait mieux comprendre la réalité du travail à partir de toutes ces expérimentations-là. Donc l'objectif, c'est de pouvoir confronter collectivement toutes les solutions et mises en place dans l'entreprise. Notre action, elle porte surtout et essentiellement sur l'organisation du travail, sur le dialogue social et sur ces actions de portage pour que les démarches qualité de vie au travail soient faites de manière collective. On s'appuie donc sur cette approche participative, sur un élément central, c'est la prise en compte du travail réel. Quand on met les acteurs autour d'une table avec leurs différentes logiques, l'objectif, c'est de ramener la réalité du terrain et de comprendre tous les déterminants du travail, la manière dont le travail se déroule, comment la situation de travail s'opère en dégageant à la fois les invariants et les variants en fonction du temps. Le travail, par exemple, le lundi matin ne va pas se dérouler de la même façon que le vendredi après-midi parce qu'on n'aura pas les mêmes compositions d'équipe, on n'aura pas forcément les mêmes humeurs, voilà, les conditions vont forcément changer. Et donc, l'objectif, c'est d'appréhender toutes les variations du travail au sein des entreprises. Donc, nos champs d'action et nos objectifs principaux, pour terminer, c'est de faire du travail un facteur à la fois de santé et de performance. Donc, une action dite de qualité de vie au travail est une action qui articule les deux. Donc, de faire une action qui ne va pas être au détriment de la performance ou au détriment de la santé. C'est bien voilà, de favoriser les deux actions en sachant que les salariés, rien n'est de plus important pour leur santé que le sentiment d'efficacité et de pouvoir faire un travail dont le résultat est souhaitable à leurs yeux. Donc les enjeux de performance sont directement liés aux enjeux de santé. Et donc, je l'ai déjà dit, mais ça se fait, cette ambition-là se fait donc à travers le dialogue social de qualité, où le dialogue justement professionnel, la connaissance qu'on va avoir du terrain et de la réalité du travail va pouvoir nourrir le dialogue social. Donc, le but, c'est d'articuler le dialogue professionnel avec le dialogue social. Et puis, c'est d'être là, donc, du coup, pour justement assurer ce processus dynamique, c'est-à-dire ce pilotage qui va pouvoir s'adapter à tous les changements auxquels l'entreprise peut être confrontée dans le temps. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'ANACT, et puis je reste disponible s'il y a des questions sur notre offre, en sachant que vous pouvez avoir beaucoup plus d'éléments sur notre site concernant les outils et les méthodes, et concernant tous les dispositifs qu'on peut proposer aux entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, dans le chat, vous verrez, j'ai mis le lien vers l'ANACT. Et sur le site, vous pouvez trouver effectivement à la fois par secteur d'activité, mais aussi par région, l'ensemble de l'offre qui vous est proposée. On va entrer dans le vif du sujet avec quelques exemples de comment ça se passe en entreprise. Je vais laisser la parole à Antoine Dru. Antoine, vous êtes DRH du site de Gonesse dans l'entreprise Manutan. Oui, c'est bien ça. Merci. Bonjour à tous et merci de nous offrir l'occasion de parler, de témoigner sur ce sujet. Donc en effet, je suis DRH du site de Gonesse, donc qui inclut Manutan France, Manutan International, donc les fonctions corporate et Manutan Holding, donc les dirigeants. Je détaille pour insister sur la diversité de la population, hein, puisque nous on a un site sur lequel il y a des entrepôts, donc on a aussi bien des dirigeants, des directeurs que des logisticiens. Et en effet, comme
on parle santé au travail, la santé au travail, c'est quelque chose de général qui touche tout le monde. Donc, il faut vraiment, je pense, avoir une approche collective. Mais c'est vrai que les métiers ne sont pas tous exposés de la même manière à ces sujets. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par nous, qu'est-ce qu'on fait en termes d'actions concrètes, puisque vous parliez vraiment voilà, d'actions concrètes au début. Et ensuite, on parlera également du projet Manutan. Donc en termes d'actions concrètes, nous, on travaille le sujet de la santé à deux niveaux. Comme je disais, un socle commun pour tous les collaborateurs et prendre en compte la particularité de certaines situations, certaines positions. D'un point de vue, je dirais, socle commun, on a retravaillé il y a 2 ans notre protection sociale avec une nette amélioration des postes de médecine douce, en intégrant de nouvelles spécialités qui sont liées aussi à la santé au travail, comme la naturopathie, la sophrologie, la réflexologie, la diététique, mais également en remboursant des consultants sur tout ce qui est psychologue que nous ne prenions pas en charge jusqu'alors. Donc là, il y a vraiment une volonté au niveau de l'accompagnement et au niveau de notre mutuelle d'offrir un espace pour le collaborateur, un espace dans lequel il est remboursé, il peut consulter et il peut adresser ses sujets avec des professionnels de santé. Sur notre site, on a également un droit, une salle de déconnexion, justement pour favoriser ce droit à la déconnexion avec des lits qui se referment pour plus de confidentialité et qui sont en fait accessibles à tous à n'importe quelle heure. Et ce qui signifie qu'en fait, chaque collaborateur, lorsqu'il le sent, lorsqu'il a besoin de prendre une pause, peut vraiment s'y rendre. Il a juste à réserver sur une application et il peut y aller en toute liberté. Euh, Après, nous, on voit aussi la santé mentale comme un sujet sur lequel il faut qu'on accompagne toutes les parties prenantes. Ce qu'on a mis en place, c'est une formation. Donc, on a demandé à tous les managers de prendre une journée de leur temps pour être formés par des professionnels de santé sur les sujets des risques psychosociaux. Donc, on a 3 types de formations pour la fonction RH, puisque la fonction RH reste quand même le premier interlocuteur du collaborateur lorsqu'il ne souhaite pas s'adresser au manager. Pour le manager, en tant que manager et également pour les managers de managers, puisqu'on se rend compte que finalement manager des collaborateurs et manager des managers n'implique pas les mêmes risques sur le plan sur les plans psychosociaux et donc ne nécessite pas d'avoir les mêmes fondations, si je peux dire. Donc nous, on a souhaité vraiment renforcer cette dimension pour les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent, eux, accompagner les collaborateurs lorsqu'ils sont sollicités. Euh, Ensuite, on se concentre également sur des populations bien définies. Je pense, par exemple, aux parents, à la parentalité, puisque on a mis en place récemment des CESU dédiés à la parentalité, pris en charge à 85% par Manutan pour alléger les journées bien remplies de nos collaborateurs. Et là, on est en train vraiment de travailler sur le sujet du handicap et le sujet des seniors, alors qui sont 2 sujets totalement différents, mais qui sont exposés à des risques sur ce sujet. On a déjà des leaders et des référents handicap pour accompagner les collaborateurs et que ce soit sur leur poste de travail ou dans les conditions d'exercice de leurs fonctions. Et sur les seniors, ce sont des sujets qui n'ont vraiment rien à voir, mais qui touchent quand même à la santé, qui sont la valorisation des compétences, l'accompagnement sur le dernier poste, l'accompagnement vers la retraite, vraiment les aider à se projeter, parce qu'on a constaté vraiment qu'il y avait une anxiété liée à cette catégorie de population. Donc nous, avant de mettre en place des actions, on sollicite beaucoup les collaborateurs et également aussi le marché. On travaille vraiment sur la meilleure organisation du travail possible. Donc, comme je disais, on se nourrit beaucoup de ce qu'on appelle des pulse surveys. On sollicite directement les collaborateurs et également des audits, puisque nous, en tant que fournisseurs, on est souvent audité. Donc là, je vais vraiment plutôt parler de l'organisation du travail. Là, par exemple, on a récemment eu des audits d'Amazon, de Ikea, qui nous ont permis, en fait, au niveau de l'entrepôt, d'améliorer les conditions, de retravailler des basiques, que ce soit sur les marquages au sol, sur des miroirs pour une meilleure visibilité des caristes, mais qui permettent, en fait, de travailler dans un espace plus sécurisé et donc favoriser, enfin,
en tout cas limiter les sources d'anxiété. Et ensuite, ce qu'on va retrouver sur les fonctions de support, au niveau des conditions de travail, on a du coup un responsable EHS qui accompagne tous les collaborateurs, notamment sur l'ergonomie des postes, et qui les aide tous les jours, que ce soit sur les chaises, les doubles écrans, des actions qui sont spécifiques, comme je le disais, pour des collaborateurs en situation de handicap. On travaille, on collabore également avec Cap Emploi, qui eux nous proposent aussi des solutions adaptées aux problématiques de chacun, et ça nous permet aussi de faire du sur-mesure lorsqu'on en a besoin. Euh, Sur l'organisation du travail, je terminerai par ce qu'on appelle nous le working at Manutan. Donc c'est comment est-ce que nous on appréhende le télétravail et la présence sur site. Parce qu'en effet, on a constaté qu'il y avait quand même une tendance du marché à revenir en arrière sur ces sujets. Nous, on reste persuadés aussi pour des questions RSE que cette flexibilité, c'est un vrai plus pour la santé du collaborateur de pouvoir être soit sur site, soit en télétravail. Et par conséquent, nous, on apporte une agilité totale, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux collaborateurs. On a une charte qui dit que c'est au moins 2 jours sur site, à adapter selon les métiers. Et en revanche, les 2 jours sont à discuter avec les managers et ils ont vraiment la latitude nécessaire pour organiser et assurer un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ce qui signifie que si un jour, pour des raisons X ou Y, ils préfèrent rester chez eux, et ils peuvent tout à fait modifier, interchanger leur jour de télétravail. Tout ça, évidemment, en accord avec le manager, puisqu'il y a quand même sur certains métiers, je pense à notre direction de la relation client, une nécessité parfois d'avoir des personnes sur site pour la pérennité du service. Mais en tout cas, on offre cette agilité totale justement face aux imprévus et pour pouvoir s'organiser malheureusement à la dernière minute lorsque cela est nécessaire. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un plus et on reste persuadé que en faisant confiance aux collaborateurs, on le responsabilise. Il nous le rend et il apprécie vraiment de pouvoir avoir une flexibilité totale et une agilité dans son équilibre et son organisation pro-perso. Enfin, je voudrais insister sur un point essentiel, ce qui fait je dirais la force, en tout cas, de notre pacte en termes de santé sociale, c'est que nous, on est persuadés que la pratique du sport, c'est la garantie d'une meilleure santé de nos collaborateurs. Donc, on a un projet qui est autour de l'humain chez Manutan, on a un complexe sportif dans lequel on peut exercer plus d'une quinzaine d'activités, que ce soit du tir à l'arc, de l'escalade, on a des salles de squash et des terrains, un gymnase avec basket, foot, on fait du pilates, on fait tout type d'activités avec des professionnels. Donc nous, on a vraiment 2 salariés qui sont des coachs sportifs, qui sont évidemment aidés par des coachs plus experts dans leur domaine d'activité, mais on place vraiment le sport au centre du projet. L'année dernière, on a été certifié Workplace Active Certification, du coup, qui vise en fait à récompenser les organisations qui promeuvent des activités sur des actions sur l'activité physique et sportive au travail. Et ça, pour nous, c'est essentiel parce qu'on constate qu'un collaborateur qui exerce une activité, on le ressent au quotidien dans le travail. Et à côté de ce centre sportif, comme je le disais, qui pour nous est aussi une fierté parce qu'on constate tous les bienfaits au quotidien, on a également, et je terminerai par ça, un restaurant d'entreprise qui est également en fait une association avec des salariés et qui vise à être autonome dans la gestion de l'alimentation, si je peux l'appeler ainsi, chez Manutan. En d'autres termes, nous, on travaille les menus tous les jours pour avoir des menus équilibrés, on privilégie les circuits courts à 80%, offrir des menus végétariens, bio, à tous nos collaborateurs pour ceux qui le souhaitent, parce que on a aussi des populations qui ont des faibles revenus, et c'est l'occasion de leur permettre d'avoir une alimentation équilibrée à faible coût. Et surtout, parce que comme je le disais, pour que ça fonctionne, on dit souvent qu'il y a 3 piliers, il y a l'alimentation, il y a l'exercice physique et il y a le sommeil. Alors c'est vrai que la dernière partie, c'est très difficile en tant qu'entreprise d'avoir un levier dessus. En revanche, les 2 autres, on peut pleinement jouer notre rôle et donc et donc, on essaye de le faire au quotidien. Donc, on a internalisé, on a une brigade, ce sont des collaborateurs de Manutan qui font à manger tous les jours. On est entre la restauration
restauration d'entreprise et même de la bistronomie. Tous les matins, ils confectionnent vraiment des plats pour nos collaborateurs et c'est vraiment très apprécié. Voilà. Donc j'ai essayé de dresser un portrait rapide, mais on pourrait en parler des heures. N'hésitez pas si certains sont intéressés pour en savoir plus et pour aussi des échanges de bonnes pratiques, parce qu'on se nourrit beaucoup de ce qui existe sur le marché, ce que font les autres entreprises. Je pense que c'est comme ça que tous ensemble on progressera. Donc vraiment n'hésitez pas. Merci beaucoup, Antoine, pour ce témoignage. Alors, vous avez pas mal parlé de l'organisation du travail. C'est un sujet qu'on va continuer d'aborder avec notre prochaine intervenante, Sandra Delval, qui est DRH pour Adecco France. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bon, avant toute chose, merci Clara de me laisser l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur un sujet sur lequel j'ai acquis beaucoup de convictions, et notamment la conviction que d'introduire de la flexibilité dans l'organisation du travail, c'était vraiment un levier de bien-être et de performance dans l'entreprise. Mais avant toute chose, je me présente rapidement, hein. Donc, je suis Sandra Delval, j'interviens donc en qualité, comme vous l'avez déjà indiqué, de DRH de la GBU Adecco, donc de la Global Business Unit Adecco. Mais juste pour vous situer, chez Adecco, on a trois GBU. On a Adecco, donc, pour laquelle j'interviens, qui est un réseau d'agences qui est spécialisé dans le placement, la formation des travailleurs temporaires. C'est à peu près 900 agences, plus 200 qui sont spécialisées dans le médical et encore 150 autres qui sont spécialisées dans l'inclusion. Et nous avons la GBU Acodis, qui est spécialisée dans le conseil en ingénierie, en services numériques, ainsi que le recrutement et l'intérim spécialisé dans le secteur de la high-tech, de la transformation digitale. Et enfin, LHH, qui regroupe toutes les activités de recrutement de cadres et de dirigeants, le management de transition, l'évaluation et l'accompagnement, le conseil aux entreprises pour gérer tous les plans de restructuration. Alors, donc, pour le coup, je vais vous parler de la semaine en 4 jours, mais qui a été donc mise en œuvre dans la GBU Adecco. Pour les deux autres, c'est encore des modèles différents, donc je ne vais pas vous les préciser ici. Mais déjà, vous expliquer pourquoi on a mis en place la semaine de 4 jours chez Adecco. Alors, un peu comme chez Manutan, hein, tout simplement parce qu'on écoute nos collaborateurs, qu'on va régulièrement solliciter leurs avis sur ce qui doit être amélioré, et ils nous faisaient part effectivement d'un besoin d'avoir davantage de flexibilité dans leur organisation du travail. Et c'est vrai que c'était pas facile pour nous d'aller dans la semaine en 4 jours, parce que une grande part de nos collaborateurs sont contraints dans leurs horaires, puisqu'en fait, ils doivent répondre aux sollicitations des clients, des candidats et des intérimaires. Donc, il y a des plages horaires d'ouverture en agence, donc pas simple de répondre à cette demande, mais néanmoins, chez Adecco, on aime bien se lancer des défis, on aime bien expérimenter de nouveaux modes de collaboration. On se le doit, puisqu'on est leader en conseil RH. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va tenter l'aventure. Et donc, on a mis en place une expérimentation qui s'est révélée positive. Et depuis le 1er janvier 2025, tous les collaborateurs d'Adecco qui ne sont pas en forfait jour peuvent en fait accéder à la semaine en 4 jours. Il y avait un seul impératif qui avait quand même été posé au moment en fait de la mise en œuvre de ce dispositif, c'était que on fasse bien se conjuguer bien-être des collaborateurs et performance. Donc, à partir du moment où on dit qu'on conjugue bien-être et performance, il y a quand même quelques prérequis, évidemment, à mettre en œuvre. Le premier, c'est déjà de bien spécifier que si on est dans la performance, on n'entame pas la productivité. Donc, si on n'entame pas la productivité, on ne réduit pas le temps de travail. Donc, on est bien chez nous dans une semaine en 4 jours et pas une semaine de 4 jours. Ça, c'est un point important. Deux, c'était de s'entendre en fait avec les opérationnels sur le nombre de jours de présence effective sur site qui était nécessaire pour faire tourner l'activité. Nous avons ainsi défini en fait 3 cadres de présence, parce que nous avons des organisations un peu protéiformes. On a un maillage d'agences avec des équipes qui sont des équipes très courtes ou parfois un peu plus nombreuses. Donc, on a voilà, défini 3 cadres de présence, 4 jours de présence minimum en agence, ça c'est devenu impératif, 3 jours sur les plateaux back-office et 2 jours en siège.
Et à partir du moment où on avait défini ce nombre de jours de présence obligatoire, on a laissé le choix en fait aux collaborateurs de gérer le reste des jours comme ils l'entendaient, sachant qu'en fait, pour nous, la semaine en 4 jours, c'est une modalité de flexibilité comme le télétravail. Donc en fait, aujourd'hui, finalement, chaque collaborateur peut choisir entre travailler complètement 5 jours sur site ou faire un mixte entre télétravail et semaine en 4 jours. Troisième prérequis, c'était de surtout pas aller dans la généralisation du dispositif et de permettre en fait à chaque collaborateur de choisir entre les différentes formules, parce qu'en fait, au départ, on était parti sur pour plus de simplification, de se dire si une agence passe en semaine en 4 jours, c'est l'ensemble des collaborateurs qui doit passer sur cette modalité, et on s'est aperçu que finalement, la semaine en 4 jours, elle ne fonctionnait pas pour tout le monde, donc c'était pas forcément quelque chose de souhaité par les collaborateurs. Et donc, voilà, on est revenu en arrière et aujourd'hui, c'est vraiment une modalité parmi tant d'autres et il n'y a pas de généralisation. Ensuite, un des points importants, c'était de fixer les règles d'accès à l'organisation spécifique de la semaine en 4 jours. On a quand même la conviction que pour que ça fonctionne, il faut que le collaborateur soit en maîtrise de son poste. Donc, ça suggère notamment que en termes d'ancienneté, l'ancienneté minimum nécessaire pour être en maîtrise, qu'il ait une bonne évaluation en termes de performance, que voilà, l'entretien annuel d'évaluation est confirmé en tout cas la maîtrise du poste. Et dernier prérequis, il fallait aussi prévoir les conditions de réversibilité, évidemment. Ce qui est quand même une sécurisation de part et d'autre. Ça veut dire qu'on peut revenir en arrière à tout moment. Et notamment, on peut revenir en arrière si on a une agence qui se dégrade en matière de résultats, qui se dégrade fortement. Si nous avons une vraie désorganisation et qu'on ne répond plus aux attentes des clients, il est possible de revenir en arrière. Évidemment, l'objectif, c'est que ça ne soit pas le cas. Donc, ça suggère évidemment beaucoup de concertation dans les équipes. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un succès chez nous? Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on a commencé ça au 1er janvier, on démarre progressivement. Aujourd'hui, on a 10% seulement de nos collaborateurs qui sont spécifiquement embarqués sur la semaine en 4 jours. Parce que beaucoup, en fait, comme je disais tout à l'heure, ont préféré continuer avec le télétravail. Chez Adecco, on n'est pas revenu non plus sur le télétravail. Pour nous, c'est quelque chose qui fonctionne bien et il n'y a pas lieu de revenir dessus. Mais on s'est rendu compte aussi que la semaine en 4 jours, ça ne convient pas à tous les profils et notamment de notre analyse de la situation, les familles monoparentales. La semaine en 4 jours, ça ne convient pas parce que c'est des horaires plus longs sur 4 jours et que il y a des objectifs aussi de temps en temps qui peuvent pas être atteints, et notamment de gérer les enfants tout le long de la semaine. Donc, quand on est en 4 jours, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, ça, par contre, ça fonctionne beaucoup chez le jeune public qui n'a pas beaucoup de contraintes familiales, qui vraiment y voit un intérêt pour utiliser cette journée pour faire du sport, pour faire autre chose en tout cas, pour s'évader. Et ce qui est sûr, c'est que les résultats pour les personnes qui sont embarquées dans la semaine en 4 jours sont très bons. On a 97% des collaborateurs qui aujourd'hui estiment que leur bien-être s'en trouve amélioré, qui veulent poursuivre sur ce format de travail. On a 99% des collaborateurs qui considèrent que le rythme, la charge de travail, elle est supportable et que voilà, ça n'entame pas leur santé. Donc voilà, clairement, c'est très positif. En termes d'attractivité entreprise, quand on annonce en recrutement qu'on offre cette possibilité comme le télétravail, c'est quelque chose qui est véritablement apprécié. Donc c'est très, très positif. Sur un plan opérationnel, on n'a pas noté dans les agences dans lesquelles nous avons mis en place la semaine en 4 jours de baisse de productivité. Donc ça aussi, c'est très important. On n'a pas de dégradation, on n'a pas d'amélioration de la productivité. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on a une amélioration, mais on n'a pas de baisse. Donc on est ISO. La satisfaction client, en revanche, est meilleure parce que, encore une fois, des plages d'ouverture d'agences qui finalement sont plus importantes. Donc une possibilité de répondre à des horaires plus tardifs pour
pour les clients, pour les candidats et intérimaires. Donc, la satisfaction est meilleure. Pour les managers, évidemment, ça constitue un tournant, il faut les accompagner. Et le plus difficile, c'est bien entendu la planification. C'est complexe, mais c'est en même temps très structurant pour l'organisation du service. Donc, c'est quelque chose qu'il faut accompagner, mais qui vraiment peut faire sens. Et en tout cas, les aspects positifs sont vraiment nettement supérieurs aux problématiques qu'on rencontre. Voilà. Donc moi, pour conclure sur la semaine en 4 jours, et bien entendu, je resterai à votre disposition pour toute question supplémentaire. Mais pour conclure, je pense que pour que ça fonctionne, c'est un sujet qui doit vraiment bien s'anticiper. Il faut vraiment partir des besoins concrets, opérationnels que nous avons. Quels sont les temps de présence qui sont nécessaires, qui sont obligatoires pour maintenir la performance, pour maintenir la satisfaction client, pour permettre aussi de la cohésion dans l'équipe, c'est important. Et à partir de là, il s'agit d'organiser en fait toutes les marges de manœuvre avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. Et surtout, c'est de cadrer avec un accord qui est très clair sur l'aspect donnant-donnant entre collaborateurs et entreprises pour que ça fonctionne. Et de le faire dans le cadre, bien entendu, d'un accord avec les partenaires sociaux. Nous, on l'a fait, hein, ça a bien fonctionné, on a eu un accord unanime. Et évidemment, de prévoir voilà, les conditions de réversibilité en cas de problème. C'était le succès de la démarche, c'était le succès pour que... Ah, c'était la condition pour qu'en fait, véritablement, il y ait adhésion et des opérationnels et des collaborateurs, enfin des opérationnels, des cadres, des dirigeants, et d'un autre côté, des collaborateurs. Merci beaucoup pour ce témoignage très, très inspirant et très précis sur ce qui permet ou non à une initiative, à une expérimentation de fonctionner. On va aller un petit peu plus loin sur ces sujets d'attractivité pour les collaborateurs, de sens au travail, avec Sophène Leroux, qui est chargée de mission à la Fondation Travailler Autrement et qui va nous parler un petit peu des tendances observées dans le secteur et des travaux de la Fondation. Merci Clara. Pour faire un rappel rapide, la Fondation Travailler Autrement, c'est un think tank qui étudie tout ce qui se passe de nouveau sur le monde du travail et de l'emploi depuis un peu plus de 10 ans. Et en fait, on part toujours, on a beau être basé à Paris, on part toujours de la vie des gens, de la vie dans les territoires, et notamment quand on parle de problématiques et de sujets comme le sens au travail. Donc, le sens au travail, pour commencer par définir le sujet, pour qu'on commence tous avec les mêmes bases, c'est un mot un petit peu valise, mais pour faire simple, trouver du sens à son travail, c'est savoir pourquoi on se lève le matin. Et pas seulement parce que notre réveil nous hurle dessus ou parce qu'on doit aller promener le chien. Trouver un sens à son travail, ça peut être lié à plusieurs choses. C'est déjà travailler pour une organisation, donc une collectivité, une entreprise, une asso, qui est en adéquation avec ses valeurs. Par exemple, une entreprise qui est engagée dans la transition écologique ou une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. C'est aussi faire un travail qui est utile à la société. Donc soigner un patient, s'occuper d'enfants, négocier des accords de paix entre deux pays, transporter des denrées alimentaires. Ça peut être aussi, on peut trouver du sens à son travail quand on sait qu'il est reconnu à sa juste valeur. Donc ça, c'est trouver un rapport entre le travail investi et la rémunération qui est versée. C'est aussi avoir de l'autonomie et un retour sur le travail qu'on fait. Écrire des notes de synthèse ou de briefs qui sont lus par personne, ou nettoyer des bureaux à 6 heures du matin pour des salariés qui ne nous disent pas bonjour quand ils nous croisent, ça fait perdre un peu le sentiment d'utilité et de valeur personnelle. Trouver du sens à son travail, c'est aussi comprendre les décisions de la hiérarchie. Les personnes qui ont parlé avant moi l'ont dit, on ne peut pas donner des décisions de manière descendante, notamment quand on parle de télétravail, quand on parle de donner des plannings à la dernière minute. Il faut un petit peu anticiper, il faut aussi concerter les salariés qui sont les premiers concernés. C'est aussi avoir des bonnes conditions pour faire son travail. On peut avoir un travail utile pour la société comme le fait d'être infirmière, et pourtant les infirmières, elles témoignent souvent justement d'une perte de sens à cause de l'intensification du travail, à cause d'un manque de moyens qui leur empêche de s'occuper dignement de leurs patients. Et là, elles perdent un peu le sens de leur travail. Et pour finir, c'est un peu une définition à côté, mais pour moi, trouver du sens à son travail, c'est aussi faire quelque chose qui nous permet
d'être en cohérence avec nos priorités personnelles. Donc en fait, on peut trouver du sens dans le fait de finir à 17h30 tous les jours parce qu'on a des enfants en bas âge et qu'on veut s'en occuper. Ou parce qu'on est bénévole d'un club de foot à côté de chez nous et on trouve ça plus intéressant de travailler près de chez nous que de faire 3 heures de transport par jour puisqu'on doit conjuguer les deux activités. Donc c'est très personnel. Moi, par exemple, je vous parle depuis mes bureaux à La Défense et c'est hyper valorisant pour moi et ça a du sens de vous parler aujourd'hui. Mais peut-être qu'un fermier en Bretagne ou un chirurgien cardiaque me regarderait un peu bizarrement en se demandant à quoi ça sert. Donc c'est très, très personnel, très subjectif. Ça dépend de notre âge, ça dépend du lieu où on habite, ça dépend des moyens qu'on a aussi. On parle beaucoup du sens au travail aujourd'hui. On n'en parlait pas il y a quelques décennies. Avant, le travail, c'était plus vu comme une nécessité vitale. On faisait ce pourquoi on était bon ou ce vers quoi on avait été mené. On ne se posait pas autant de questions. C'est arrivé vers les années 60-70. Il paraît, j'ai lu ça dans un livre que j'ai survolé hier aussi, il est paru hier, ça s'appelle Le travail et la solution, de Bertrand Martineau et Franck Morel. Il paraît aussi que c'est un sujet un peu franco-français, le sens au travail. Ils disent c'est un élément de distinction sociale qui contribue bien plus qu'ailleurs à la construction de notre identité sociale. Donc voilà, peut-être que c'est un petit peu franco-français, mais en tout cas, on peut dire que même si ça existe depuis longtemps, cette question de quête du sens au travail, c'est un sujet où il y a eu un avant-après Covid. Parce que certains cadres se sont rendus compte qu'ils avaient ce qu'on appelle communément un bullshit job, ou parce que des ouvriers ou des manutentionnaires se sont demandé pourquoi eux, ils risquaient leur vie pour aller travailler, alors que d'autres se la coulaient douce, entre guillemets, chez eux. Je caricature évidemment. Mais ça a permis voilà, d'enclencher une réflexion générale, puisqu'on a tous été confrontés à un rythme de vie différent, où on n'avait plus à aller chercher les enfants à l'école, on n'allait plus au bar avec les collègues le soir, on courait plus après le temps en fait. Je fais un rappel avec quelques petits chiffres pour placer un peu le sujet. Donc, on a un baromètre Great Place to Work 2025 qui nous dit que la perte de sens au travail, c'est perçu comme le 3e risque au travail, après le burn-out et les difficultés à recruter. Et ensuite, parmi les raisons qui amènent à quitter son travail, les 3 principales raisons, on a la rémunération, la relation avec le manager de proximité et, vous l'aurez deviné en 3, l'absence de sens. Donc en fait, c'est un sujet qui revient souvent et chez tous les salariés. On note ensuite, on a une étude Gallup 2025 aussi qui nous dit que 8% des salariés français seulement se sentent engagés au travail, ce qui les place en dernière place en Europe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, un sujet plus aussi récent, on a 42% des professionnels qui ont peur de voir leur travail remplacé par l'IA aujourd'hui. Donc c'est quasiment la moitié. Et en fait, voilà, là aussi, on peut perdre du sens. Pourquoi faire un travail quand dans 1, dans 3, dans 5 ans, il peut être remplacé et qu'on n'a pas forcément les compétences ou qu'on n'a pas été guidé pour en tout cas faire autre chose si notre travail est remplacé justement. Et tous ces signaux, ils ne doivent pas être interprétés individuellement. Le rapport des Français à l'entreprise et au travail, il a clairement changé. C'est pas pour rien qu'on a recensé en France plus d'1 million de créations d'entreprises l'année dernière. Les Français sont plus exigeants, ils cherchent plus d'autonomie, de flexibilité, ils fuient un management autoritaire. Donc le sujet aujourd'hui pour les entreprises comme les vôtres, c'est comment, pour les gens qui peuvent partir, qui décident, qui trouvent plus de sens et qui décident de partir, mais aussi pour ceux qui ne trouvent plus de sens mais qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences ou parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est pas le bon moment, comment pour eux est-ce que l'entreprise peut leur apporter du sens au travail? Alors, c'est assez intéressant puisque les personnes avant moi ont rappelé les choses que j'allais dire. Donc, Sandra Delval a parlé d'écoute, écouter les salariés, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils n'ont pas peur d'aller au front pour affirmer leurs revendications. Et ça, pareil, toute profession confondue. Et en général, ils savent de quoi ils parlent, puisqu'ils parlent de leur quotidien. Donc, le dialogue social, il est essentiel pour ça. Il faut favoriser aussi le pouvoir d'agir, la confiance, l'autonomie, leur donner des marges de manœuvre, des responsabilités. Voilà, c'est aussi donner une vraie cohérence entre le discours que vous montrez dans l'entreprise, mais aussi auprès des parties prenantes, et les actes. Par exemple, je ne la citerai pas, mais j'ai l'exemple d'une entreprise certifiée B Corp, très engagée dans la transition écologique, avec au bureau 5 poubelles différentes de tri. Pourtant, je voyais le personnel de ménage tout remettre au même endroit, dans le même bac. Donc là, on se dit, bon, est-ce qu'on se moque un petit peu de nous ?
Et donc voilà, et c'est enfin, je pense surtout, c'est un sujet qui va monter avec la transition démographique. On va avoir de plus en plus besoin de travailleuses du care, travailleurs du care. Et il va falloir peut-être se poser la question de comment valoriser le travail. Est-ce qu'on valorise seulement des résultats, des choses quantifiables, ou est-ce qu'on essaie aussi de placer le curseur sur un travail un peu plus qualitatif, sur l'humain, sur l'utilité sociale qu'on apporte. Donc voilà. Et c'est aussi s'inspirer des bonnes pratiques des voisins, puisqu'il y en a plein. Donc voilà, d'où l'utilité par exemple de ce workshop. Et, euh, et du coup, pour conclure, favoriser le sens au travail, c'est favoriser la qualité du lien entre l'entreprise et les personnes, les collaborateurs. C'est pas trouver un sens à son travail, c'est pas forcément faire un travail qui nous passionne. Tout le monde ne cherche pas à faire un travail qui le passionne et tout le monde, voilà, ne le peut pas non plus. Mais c'est pouvoir se dire que ce qu'on fait est cohérent avec qui on est et avec aussi ce qui permet, avec l'équilibre qu'on veut avoir pour soi. Donc voilà, merci en tout cas de me donner l'opportunité de te parler de ce sujet très, très, très intéressant. Merci beaucoup, Sophène, pour ce témoignage et cet éclairage. On va continuer de filer le sujet du sens au travail sous l'angle de l'engagement des collaborateurs. Il en a été un petit peu question au fil de ce workshop. Et pour ça, je vais laisser la parole à Nadine Potier Desmarles, qui est VP Global HR Development chez Lacoste. Merci beaucoup, Clara, et merci de m'avoir conviée à ce webinaire. Effectivement, on a parlé qualité de vie au travail, engagement des collaborateurs, sens au travail. Et donc, moi, je vais vous parler de la façon dont on essaye de donner du sens à nos collaborateurs. Alors, l'engagement de nos collaborateurs, d'abord, il est très, très important pour Lacoste. Moi, je suis en charge donc de la Global HR Development, le développement ressources humaines au sens global. Et dans mon département, enfin, dans mon service, dans mon département, j'ai 3 services, un service Talent Acquisition, un service People Development et un service qui s'appelle Culture et Engagement. Et donc, ce service Culture et Engagement, l'objectif, c'est la raison d'être de ce service, c'est de développer un environnement de travail où tous nos collaborateurs se sentent accueillis, écoutés, valorisés et motivés pour apporter leur meilleure contribution. Donc, la notion d'engagement, elle est très importante et ce service-là, son rôle, c'est à la fois de mesurer l'engagement des collaborateurs au travers de grosses enquêtes engagement tous les 3 ans qui demandent aux collaborateurs de s'exprimer sur les 12 différents leviers de l'engagement. Et puis entre deux, des pulse surveys aussi tous les trimestres pour voir comment les plans d'action qui ont été mis en place pour développer l'engagement de nos collaborateurs progressent. Donc, la mesure de l'engagement est importante et dans ce service, on travaille aussi sur les engagements sociaux, sociétaux de Lacoste, qui sont faire de l'égalité des chances une réalité. Les engagements sociaux, sociétaux de Lacoste, ils sont déclinés par une stratégie diversité, équité, inclusion, qui vise 3 cibles principales, les jeunes venant de milieux moins privilégiés, les personnes en situation de handicap et les femmes pour les accompagner dans le développement de leur carrière chez Lacoste. L'objectif étant de pouvoir insérer les 2 premières cibles dans le monde professionnel et puis de faire progresser les femmes dans l'entreprise. Donc, cette stratégie est déclinée en interne, mais on veut aussi avoir un impact sur notre écosystème en favorisant, en travaillant et en aidant à l'insertion professionnelle de jeunes venant de milieux moins privilégiés et de personnes en situation de handicap. Et c'est là que je fais le lien avec le sens au travail. Pour ce faire, en fait, on a proposé à nos collaborateurs qui veulent s'engager volontairement de venir mentorer soit des jeunes en situation moins privilégiée, soit des personnes en situation de handicap pour les aider à s'insérer dans le monde professionnel. On s'est rendu compte effectivement, et on en a beaucoup parlé depuis le début du webinaire, que avoir du sens dans son travail permet d'être plus engagé et donc d'être plus performant. Et donc, on s'est dit comment est-ce qu'on peut redonner du sens à nos collaborateurs au-delà de différentes activités qu'on peut mettre en place, mais sur des activités un petit peu originales et qui les relient directement à leurs valeurs. Donc, on leur propose de venir mentorer des jeunes à partir de la 3e jusqu'à la fin de leurs études pendant 1 an.
Les mentorer, ça veut dire leur redonner confiance en eux, ça veut dire les aider à travailler sur leurs projets professionnels, ça veut dire les connecter au monde de l'entreprise. Ils peuvent les mentorer soit en les accompagnant tout au long de l'année, soit en les accueillant en stage chez nous. On a aussi mis en place des programmes de formation pour ces cibles dans le retail chez nous, pour les former au retail et les faire monter en qualification et donc leur donner plus de chances de s'intégrer dans le monde du travail sur le retail. Et donc, on a des collaborateurs qui viennent les tutorer pendant leur formation. Ces collaborateurs, puisqu'on est Lacoste, on les a appelés les Committed Crocodiles for Society, c'est-à-dire les crocodiles engagés pour la société. On est aujourd'hui 8500 personnes dans le monde, donc ça se passe dans tous nos pays dans le monde. On est en France 3000 collaborateurs, au siège on est 650. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a 100 collaborateurs qui se sont engagés pour venir mentorer ces jeunes sur les 600. Ces collaborateurs, on les réunit aussi entre eux pour pouvoir échanger leurs bonnes pratiques, mais aussi pour reconnaître leur implication dans ces initiatives. Tous les ans, on fait un kick-off pour pouvoir lancer le mentoring sur l'année. Pendant toute l'année, on les réunit au cours de déjeuner pour pouvoir échanger leurs bonnes pratiques, partager leur expérience. Et à la fin d'année, on fait un kick-end pour célébrer cette année de mentoring et les remercier surtout de leur engagement. On a un enthousiasme incroyable de la part des collaborateurs qui nous disent concrètement, c'est un moyen pour moi de donner un sens important à mon travail et de donner de la valeur à ce que je fais au-delà de juste mes missions professionnelles. Voilà ce que je voulais vous partager. Bien sûr, on a plein d'autres initiatives, mais je voulais surtout me focaliser sur celle-là parce que ça fait du lien avec ce que Sophène vient de dire sur le sens au travail. Et c'est vraiment une initiative qui rencontre un grand succès auprès de nos collaborateurs. Donc, ils s'engagent pour 1 an. Après, ils peuvent continuer et bien souvent, ils continuent avec leur mentee, la relation. Et rien n'est plus valorisant pour un collaborateur que de se dire l'accompagnement que j'ai pu apporter à mon mentee lui a permis de trouver un stage, de trouver un travail et donc de reconnecter au monde du travail duquel il était plutôt éloigné. Effectivement, c'est une pratique qu'on encourage beaucoup au sein de la communauté. Les entreprises s'engagent, donc n'hésitez pas pour celles et ceux qui ne sont pas encore engagés dans ce type de dynamique à regarder sur notre site ce qu'on propose en matière de mentorat et puis à écouter aussi différents workshops qu'on a pu faire qui traitent de ce sujet d'ailleurs et qui traitent de la façon dont on peut s'engager pour les jeunes. On va passer la parole à Jeannette Panier qui est responsable de projet RH pour Keolis Île-de-France et qui va nous partager aussi rapidement la façon dont vous consultez vos collaborateurs chez Keolis et vous arrivez à les engager dans ces dynamiques-là. Oui, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, j'espère que nous n'allons pas être dérangés. Pour tout vous dire, je suis en déplacement dans une école d'ingénieurs. On aide les jeunes à préparer leur entretien de motivation. C'est aussi une autre forme d'engagement. Oui, je vais vous parler de notre démarche de baromètre d'engagement au sein de Keolis. Keolis est un groupe international. On est présent dans 13 pays. Nous comptons aujourd'hui 70 000 collaborateurs en France et à l'international. Notre métier, c'est de concevoir, d'exploiter et de maintenir des réseaux de transport pour le compte d'autorités organisatrices publiques, principalement des réseaux de bus, mais ça peut être aussi du tram, du métro automatique, du funiculaire. Notre métier, c'est vraiment la mobilité. Donc, au sein de Keolis, a été initiée par le siège une démarche depuis 2020 qui s'intitule le baromètre d'engagement. Donc, c'est un baromètre qui est déployé en France et à l'international chaque année autour de 26 questions. C'est un questionnaire qui est bien entendu anonyme. Et on va aller justement questionner les collaborateurs autour du sens au travail,
de leur engagement, essayer d'évaluer leur niveau d'engagement également. On va les questionner autour de la qualité de vie au travail, équilibre vie professionnelle, vie privée, autour du leadership, comment ils perçoivent aussi le management. Et on va mesurer également leur attachement à l'entreprise. Ce qui nous intéresse vraiment, et ça rejoint les propos qui se sont tenus auparavant, c'est le niveau d'engagement et le sens, puisque en effet, il n'y aura pas d'engagement s'il n'y a pas de sens au travail. On a la chance d'être sur une activité qui est la délégation de services publics, qui par définition a un sens, puisque notre activité, c'est de transporter les citoyens. Mais malgré tout, on doit renforcer encore et valoriser nos collaborateurs pour qu'ils aient vraiment intégré correctement le fait qu'ils ont un sens, que leur travail a un sens vraiment très très important pour la collectivité. Et on est aussi sur des démarches de transition écologique, donc à nous de leur faire comprendre aussi cela. Donc, on a organisé ce baromètre d'engagement. Ça nous permet vraiment de prendre le pouls en fait des équipes de manière anonyme. Ça vient bien entendu en complément du dialogue régulier qui est établi entre les managers et les collaborateurs. Mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir une photo à un instant T qu'on peut du coup aussi comparer entre différents réseaux et qu'on peut aussi analyser et voir, on peut aussi établir les évolutions au travers le temps. Donc, on va poser des questions assez simples, comme par exemple, quel est mon rôle dans l'entreprise? Est-ce que je connais vraiment mon rôle dans l'entreprise? Est-ce que je suis fière de travailler dans mon entreprise? Est-ce que j'ai le sentiment justement de réaliser un travail qui a du sens? Est-ce que j'ai suffisamment d'autonomie? Et donc, c'est ces 26 questions qui vont nous permettre de comprendre où on en est globalement dans l'entreprise. Sur Keolis, si on doit regarder les résultats au global, on a plus de 8 personnes sur 10 qui indiquent avoir vraiment ressentir que leur travail a du sens. Donc, c'est à la fois une source de fierté pour nous, mais on doit continuer à travailler ce sujet. De mon côté, donc j'anime le baromètre pour la région Île-de-France au sein de Keolis depuis quelques années et je le déployais aussi en tant que RH opérationnel auparavant. Donc, j'en suis à ma 3e campagne. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on a vraiment un taux de participation qui s'élève d'année en année. C'est un rendez-vous qui est maintenant attendu par les collaborateurs. C'est vraiment pour eux le moyen de s'exprimer autour de ces sujets et d'avoir un dialogue vraiment de sincérité et ouvert aussi avec les managers, puisqu'on a le côté enquête, mais on a aussi un volet où on anime ces sujets en interne. Donc, on a vraiment un retour, je pense, assez sincère de la part de nos collaborateurs autour de ces sujets. Les points de vigilance, il faut vraiment embarquer toute la chaîne managériale, que ce soit la direction, les managers de proximité, tous les collaborateurs pour leur expliquer pourquoi on le fait et quelle est l'utilité. Et on a un rythme aussi assez serré, donc d'une année sur une autre, qui nous oblige véritablement à mener des actions très rapidement suite au baromètre, parce que sinon on pourrait justement créer un peu d'insatisfaction. Donc à nous de nous engager assez rapidement suite à ces résultats, déjà avec des actions très très simples pour lever les irritants, et ensuite pour ce qui est plus complexe, notamment des sujets autour des conditions de travail, avoir des groupes de réflexion interne et travailler ce sujet sur un rythme un peu plus long. Donc, on essaye d'être sur des actions à la fois à très court terme et un travail un peu plus sur la durée. Ce qu'on peut dire de ce sujet, c'est que pour nous, c'est vraiment moteur. Ça nous permet d'associer les collaborateurs aux actions que l'on mène. Le transport, comme vous le savez tous, a été ces dernières années un domaine d'activité où on a de la conflictualité, on a des organisations syndicales qui sont assez puissantes dans le transport public.
Le baromètre, ça nous permet aussi d'avoir un autre type de dialogue avec nos organisations syndicales et d'être sur des données vraiment objectives et statistiques qui nous permet d'avoir un dialogue aussi plus éclairé. Donc ça, je pense que c'est intéressant aussi de le mentionner. Et c'est vraiment, voilà, c'est un événement qui est vraiment attendu maintenant chaque année. Merci beaucoup, Jeannette, pour ce témoignage. Pour conclure ce webinaire, on souhaitait donner la parole à l'AFMD et à Maya, sa directrice générale, pour pouvoir un petit peu mettre au regard de tout ce qu'on vient de se dire sur les conditions de travail et sur le sens au travail, la question aussi de la diversité, des discriminations et de l'inclusion. Vous l'avez toutes et tous un peu rappelé dans vos prises de parole, mais on a une manière d'approcher le travail qui est différente en fonction de là où on vient et de qui on est. Et donc, c'est important aussi pour les entreprises d'avoir ce regard-là. Maya Agé, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Et si vous ne m'entendez pas, faites-moi un petit signe de la main parce que mon ordinateur, parfois, décide de ne pas me donner la parole. Et je vois le temps, et donc on s'est mis d'accord avec Lara que je vais en fait aller extrêmement vite et que je pense lors d'un autre webinaire pour aller dans le détail. Donc pour aller extrêmement vite, moi j'appartiens à une organisation qui s'appelle l'Association française des managers de la diversité. On rassemble aujourd'hui près de 200 employeurs, publics, privés, grands, petits, partout en France. Et on travaille essentiellement sur la prévention des discriminations au travail, le management de la diversité et les politiques d'inclusion. Et on le fait notamment en créant, un peu comme ici, une communauté d'entraide et en faisant dialoguer cette communauté d'entraide avec des chercheurs pour pouvoir ensuite construire des outils qu'on va mettre à disposition gratuitement sur le site de l'association dans la rubrique DocuTech. Donc n'hésitez pas à aller sur afmd.fr et à aller récupérer de la documentation gratuite. Il y a plein de formats, des kits, des vidéos, des affiches, des guides, des livres blancs, etc., etc. Donc moi, je voudrais, vu que je n'ai que 3 minutes, réagir à une chose qui fait le lien entre tous les sujets et qui est le sentiment d'appartenance entre tous les sujets que vous avez évoqués ce matin. Et je fais le lien entre sentiment d'appartenance et qualité de vie au travail et diversité et inclusion parce que, bon, alors comme Sophène, moi aussi j'aurais bien voulu avoir le temps de expliquer et définir les termes des différences entre non-discrimination, management de la diversité et inclusion. Mais là, comme j'ai pas le temps, je vais me focaliser sur la question de l'inclusion. En fait, l'inclusion, c'est le fait de permettre à chaque personne d'être lui-même au travail et de reconnaître cette individualité. Et donc, ce que je retiens dans tout ce que vous avez aussi dit, c'est que dans cette définition, il y a un certain nombre de notions. La première notion, c'est la notion de justice et d'équité, qui sont des éléments extrêmement forts pour se sentir bien au travail et pour évaluer à la fois le sens et la qualité et ses conditions de travail. Et donc là, je réagis à ce qu'a dit Antoine, mais aussi à ce qu'a dit Sandra sur le fait de mettre du dialogue dans l'organisation pour parler des changements qui sont en train d'être implémentés et en donnant le choix de participer ou non au regard de qui on est. Et donc, selon qu'on ait une caractéristique voilà, spécifique, donc par exemple, selon qu'on soit parent ou pas, on peut choisir telle ou telle organisation du travail ou conditions de travail. Selon qu'on soit une femme ou un homme, on peut le faire, selon qu'on ait un handicap ou pas, selon qu'on soit noir ou pas, selon qu'on ait une situation de santé spécifique, une précarité, etc. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. J'ai dit que j'étais pas longue, donc je vais donner un deuxième point. Le deuxième point qui me semble vraiment important et qui va avec le sentiment d'inclusion, c'est le fait de proposer des actions transverses qui ne touchent pas une caractéristique spécifique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce qu'en général, quand on met en place une politique diversité, on a envie de toucher des bénéficiaires avec des caractéristiques spécifiques. Donc Nadine en a un petit peu parlé en disant que voilà, il y avait des actions qui touchaient, par exemple, des femmes pour qu'elles
atteignent des postes de direction ou des jeunes pour être mentorés ou ceci, cela. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant quand on met l'accent plutôt sur la qualité et les conditions de travail, de vie et les conditions de travail et le sens au travail, c'est que finalement, on va toucher toutes les personnes et on ne va pas finalement cibler les politiques qu'on va mener. On va prendre en compte les spécificités de chacun, mais on ne va pas dire, ah bah ce projet, il n'est que pour telle ou telle personne. Et donc ça contribue à un sentiment d'inclusion plus grand et donc à un sentiment d'appartenance qui va être développé. Et je ne vais pas plus loin parce que je n'ai pas le temps, mais il y a deux autres éléments dans l'inclusion que peut-être je développerai la prochaine fois. Merci beaucoup, Maya. Effectivement, on avait pris quelques minutes de retard. Merci à toutes et à tous pour vos témoignages, ce qu'on va retenir de ce workshop. Je crois que c'est vraiment l'idée de ce dialogue dans l'entreprise, d'être à l'écoute de ses collaborateurs, d'être à l'écoute aussi des différents profils, parcours, et puis aussi des différents métiers que l'entreprise peut traverser pour permettre d'avoir une organisation qui soit plus fluide pour tout le monde et qui sonne bien avec ce sentiment d'utilité. Maya a fait la bonne transition pour le prochain workshop de la communauté Les entreprises s'engagent qui se tiendra donc dans un mois et qui traitera des sujets de diversité et d'inclusion en entreprise. Donc on pourra continuer un petit peu de tirer ce fil qu'on a commencé à tirer ensemble ce matin. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.